Tu n'as pas à te sentir coupable, lui avait dit Sabine, dont le mari, expert comptable, débordé de travail, avait trouvé le temps d'accueillir Romain dans des locaux aussi exigus qu'encombrés de dossiers, ordinateurs et imprimantes. Non, pas coupable avec tes médicaments. Combien de gens sont dépendants d'une autre façon? Ils ne s'en rendent pas compte, ils ne l'admettent pas. Ils jouent au fier à bras. Pour beaucoup d'hommes, au premier chef, c'est l'alcool qui les aide. Elle savait de quoi elle parlait. Maude partit en vacances le 20 juillet de bon matin. Elle était au volant, accompagnée par ses 3 hommes. Son mari de haute taille et d'une impressionnante stature était à ses côtés. Il n'a pas une bonne vue et n'a pas passé son permis de conduire. Les 2 jeunes hommes, confortablement calés sur la banquette arrière, profitaient de ce plaisant dimanche ensoleillé. Ils roulaient à bonne allure sur des routes et autoroutes dépourvues d'encombrement. C'est Maude qui décidait du jour de départ, le dimanche et non pas le samedi. Elle avait gardé ses habitudes du temps où les enfants étaient petits, elle évitait à l'époque les bouchons et les ralentissements. Elle se trouvait astucieuse, les enfants ne s'ennuyaient pas, le voyage était plus facile, sans excitation ni énervement, elle glissait des cassettes dans l'autoradio. Les garçons écoutaient des livres enregistrés, ils ne voyaient pas le temps passer. Maude est restée fidèle à ses rites de départ, elle adore imaginer qu'elle continue à faciliter un tant soit peu la vie à ces 2 jeunes et grands garçons. Tous 4 s'éloignaient de Paris. Ils se sentaient d'humeur folâtre. Le ciel était limpide en ce joli dimanche estival. L'effet est bien connu. L'on boucle ses valises, l'on ferme sa porte derrière soi, et c'est alors que s'épanouit une sympathique bulle d'excitation souriante. Maude n'y a pas échappé, entraînée qu'elle fut par le joyeux mouvement d'ensemble. Elle n'oubliait cependant pas que l'éloignement ne changerait rien à sa vie. Elle se savait fragile, sans qu'elle pût incriminer rien ni personne. Elle resterait vulnérable où qu'elle fût, à Paris ou à Querbillan. La légèreté de l'instant l'embarquait pourtant. De futiles paroles virevoltantes et blagueuses circulaient dans l'habitacle de la voiture. Le petit chien de la famille demeurait pour sa part sur son quant à soi. Discrètement couché sous les jambes de Thibaut, il savourait l'un des plus délectables bonheurs canins, celui de n'avoir pas été oublié. À peine la voiture avait-elle été entr'ouverte qu'il s'était précipité à sa place habituelle. Sa vie est en réalité loin d'être de tout repos. Son angoisse devient insurmontable dès lors que se manifestent les prémices d'un prochain départ. La terreur le saisit d'être séparé à tout jamais de ces 2 frères humains si drôles et si sympathiques qu'il gratifie de vigoureux coups de langue lorsqu'il se sent en veine d'affection, ou bien qu'il entraîne dans d'énergiques jeux de chaussettes lorsqu'il cède à son insatiable tempérament ludique. Tifou saisit alors la chaussette convoitée entre ses crocs puissants. Luc ou Romain s'en empare aussitôt et tire de toutes ses forces pour tenter de la récupérer. Le jeune homme s'évertue en vain. Rien n'y fait. L'animal obstiné ne lâche jamais son butin. Il se laisse plutôt traîner sur toute la longueur de l'appartement, tiré par la chaussette, tracté par l'un de ses jeunes maîtres, entraîné comme un vulgaire sac à pain glissant sur le parquet brillant de la grande salle. Tifou se remettait ce jour-là
de la grande peur de sa vie, qui, pour revenir régulièrement, n'en est pas moins toujours aussi traumatisante. Il s'abandonnait à un bienheureux sommeil pendant que Maud songeait au moment léger et souriant que représentait le début de leur voyage, et qui ne serait jamais qu'un moment. Elle avait glissé dans ses bagages sa petite boîte de pilules blanches. La prudence était de mise. Elle ne risquait pas de l'oublier. Insupportable. Thibault avait quitté Querbian, il était revenu à Paris, et Maud était résolue à combattre sa tristesse. Elle était assise sur la digue et attendait l'heure d'aller faire du bateau. Elle écoutait le voyage en hiver d'Amélie Nothomb qui excelle à mêler humour et rebondissements romanesques au cœur de ses récits. Maud éclata soudain de rire. La protagoniste ne supportait plus tous ceux qui, sans répit, cultivaient leur incessant mal de vivre existentiel. Il fatiguait vraiment tous ces tristes qui n'avaient pas encore compris qu'il suffisait d'être en vie et de l'apprécier tout simplement. Maud s'était esclaffée avant de se trouver quelques minutes plus tard portée par les vagues silencieuses et saturées de lumière. Elle essaierait, en l'absence de Thibault, d'être à la hauteur, sous peine d'être stupide. Elle s'emploierait du mieux qu'elle le pourrait à chasser cette importune tristesse. Elle nagerait pour y parvenir, et elle ferait du bateau sans faiblir chaque jour que Dieu fait. Fou de Bassan. La veille du retour sur Paris, Maud navigua une dernière fois. La baie étincelait sous le soleil qui fut prodigue cet été-là. Malgré l'absence de Thibault, les semaines avaient été douces. Maud avait connu sur l'océan des moments gratuits, sans labeur ni obligation de résultat, des moments de pure détente, libres et harmonieux. Seule, elle avait respiré la brise, elle n'avait pas cherché l'autre. Elle ne s'était pas appuyée sur les piliers qui avaient jusqu'alors étayé sa vie et qui toujours l'avaient étroitement liée aux autres. Elle avait dans son passé toujours et à tout prix tendu la main. C'était ainsi qu'elle s'était tenue debout. C'était ainsi qu'elle avait senti la palpitation de la vie. Ainsi que la vie valait la peine d'être vécue, sinon à quoi bon? Sans la main tendue, elle n'aurait pas trouvé le courage d'être d'aplomb, les pieds campés sur le sol, avec un minimum de joie, d'allant, d'enthousiasme, d'énergie, de vitalité, de désir pour tout dire. Elle allait vers l'autre. Elle brisait la vitre, elle ouvrait grand la porte, et la sensation de vide en elle, mortifère, s'estompait. Elle combattait le vide quand elle réussissait à parler à Luc et à Romain ou à Thibault, ou bien quand elle était avec eux, en balade avec Thibault ou devant un film avec Thibault ou ses garçons. Ses relations avec sa mère, également fréquentes par téléphone, emplissaient aussi une partie de sa vie. Elle parlait avec ses amis, elle lisait leurs écrits, ou elle écrivait avec eux, le lien la soutenait. Il lui arrivait bien sûr d'être seule, elle n'était pas une petite fille de 3 ans, elle ne pouvait pas toujours donner la main, en ce cas elle écrivait. Le labeur était exigeant, et pour quelle raison? Pour au final se tourner vers l'autre, pour donner à lire. La grande découverte de ces semaines estivales avait été, grâce à la voile, celle d'un nouvel être au monde, dans la solitude, apaisant et équilibrant. Elle y pensait. En ce dernier après-midi, avant de rejoindre son bateau, elle pique-niquait sous son arbre. Elle avait réservé la voile en fin de journée car elle voulait avoir du temps pour réfléchir tranquillement avant le grand retour du lendemain.
La voile, oui, c'est très bien, se disait-elle au pied de son habituel pain maritime. Mais à Paris, ma vie redeviendra la même exactement, j'aimerais trouver l'équivalent, un substitut qui remplacerait la voile et qui aurait le même effet. Elle examinait la question, elle cherchait, elle creusait, elle approfondissait, elle considérait, elle reconsidérait, elle piétinait, elle insistait. Pas de question sans réponse, non ? Aurait asséné le joyeux savant Paganel dans Les Enfants du capitaine Grant. Elle trouverait la solution. Elle la sentait tout près. Elle la touchait, presque. Il lui suffisait de tendre le bras. Une solution pour être bien avec moi-même et le corps. Une solution non pas intellectuelle, mais pour être au monde, simplement, sans effort, sans recherche, ni quête de l'âme ou je ne sais quoi. Elle explorait des pistes, elle progressait, elle faisait demi-tour, elle recommençait. Assise sur l'herbe sèche, elle picorait sa ratatouille dans son Tupperware, elle n'avait pas ouvert son livre, elle avalait cuillère après cuillère les tomates mélangées au poivron. À sa gauche, les balcons d'un grand hôtel dominaient le parc de Port-en-Gif. À sa droite, les jardinets de la copropriété étaient cachés au regard des passants derrière de discrètes haies de thuyas. Chacun était bien chez soi. Elle réfléchissait. Elle dégustait ces délicieux légumes. Le ciel, traversé par quelques rares nuages, déployait sa limpidité de cristal. Le superbe temps de Côte d'Azur, étincelant le jour précédent, comme il le serait à coup sûr le lendemain, saturait le paysage de lumière et de chaleur. Dans sa boîte, le niveau des tomates, courgettes et poivrons diminuait peu à peu. La solution n'était pas loin. À moins d'un jet de pierre, quelque part, dissimulé derrière un banal buisson, derrière un insignifiant taillis, à l'abri d'un modeste muret, il suffisait d'insister encore un peu pour qu'une ébauche de dénouement se dessine. Le sentiment n'était pas désagréable. Tifou, son adorable cocker, devait éprouver une sensation très proche quand il rongeait avec ténacité un os de gigot jusqu'à obtenir un fémur d'agneau absolument dénudé et impeccable. Un grand tournant s'annonçait peut-être dans sa vie. Elle allait mettre au jour enfin la pièce qui manquait au puzzle de son existence. Ce n'était pourtant pas compliqué, elle n'allait pas se laisser abattre par un changement de ses conditions de vie. Un simple voyage de 500 kilomètres vers l'est, du côté de l'Île-de-France, n'allait tout de même pas avoir raison du bien-être qu'elle avait découvert en ce lieu, ni de l'égoïsme bien tempéré qu'elle était capable en ce même lieu d'expérimenter. Elle n'allait pas se soumettre. Elle rassembla la boîte vide, les couverts, ses pulls et son téléphone épars autour d'elle. Elle se leva, sac sur l'épaule, et quitta l'ombre protectrice du parc de Port-en-Gif. Aucune ébauche d'idée ne se décidait à apparaître. C'était rageant à la fin. Elle ne gagnerait pas le parking où son laser, d'ores et déjà équipé, l'attendait, tant qu'elle n'aurait pas débusqué l'idée. L'important était de ne pas lâcher le fil, d'être tenace, d'anticiper à tout prix la future menace de la tristesse qui ressurgirait probablement une fois qu'elle serait de retour à Paris. Maude n'avait pas été vainement échaudée par ces lancinantes agressions toute l'année durant. Elle se débarrassa dans l'une des poubelles du chemin du sac en plastique contenant les reliefs de son déjeuner. Elle traversa le pont, surmontant le chenal d'accès au bassin de Port-en-Gif. Il était à sec, entre deux barcasses, couchées sur le flanc, une fine grue, plantée sur ses longues pattes aériennes, faisait aimablement salon avec un fou de bassan.
Le reflet de ses plumes noires et blanches jouait sur la surface brillante du sable mouillé. Maud gagna le centre de Querbian où déambulait le flot incessant de ces éternels touristes. Elle rejoignait les crêperies de la ville, ses gaufres, ses glaces, ses manèges, ses autotamponneuses et ses multiples boutiques de mode. Elle marchait. Elle ne pouvait utiliser son téléphone depuis Port-en-Gif. Le réseau ne couvrait pas cette partie de Querbian, alors elle marchait. Un début d'idée, peu distincte, commençait à dessiner ses contours. Elle devinait une piste. Était-elle valable? Il lui fallait téléphoner. Son pas était sûr et rapide. Elle s'installa sur la terrasse de la Potinière, l'un des grands cafés du centre de la ville. Elle demanda au serveur le code d'accès à Internet. Elle consulta des sites. Elle chercha des numéros de téléphone. L'idée se précisait. Elle pensait à la musique classique. Mais oui, pourquoi pas, se disait-elle. Peut-être bien la musique classique. Elle éprouvait, lorsqu'elle naviguait, une forme de passivité. Il lui semblait alors accéder à une vie intérieure plus intense. Écouter de la musique classique était peut-être une expérience proche. Maud se sentait étrangère au monde des mélomanes. Cette sensibilité lui faisait défaut, faite de subtilité, en lien évidemment avec une vie intérieure qui aurait manifesté sa présence. Sa propre vie intérieure lui semblait pauvre et atrophiée, mais la qualité d'une vie intérieure ne pouvait-elle être améliorée? Maud allait explorer cette voie de la musique classique, tant qu'elle n'en aurait pas inspecté toutes les venelles et les éventuelles impasses, elle resterait figée, incapable d'imaginer d'autres perspectives. Elle devait en préciser les aspects pratiques et concrets. La musique classique était certes une bien belle idée. Écouter, être bercé, emporté dans un monde riche et vibrant, exactement comme sur un bateau, le projet était séduisant. Mais il lui fallait concevoir l'avenir qui l'attendait tout proche en septembre à Paris. Elle se lèverait le matin, elle serait seule. Thibaut et les garçons vaqueraient à leurs activités. Le matin, elle s'adonnerait à son écriture artisanale, en mouvement peut-être, dans les autobus ou les trains de banlieue. Elle travaillerait ses phrases. Elle chercherait d'astucieux synonymes sur le site de l'université de Caen. Elle apercevrait le parc de Saint-Maur et les reflets mouvants de la Marne au-dessus de Joinville-le-Pont. Un canot tout en longueur, propulsé par de réguliers mouvements de rames, descendrait la rivière qui disparaîtrait parfois sous de sombres tunnels de verdure. Des auvents de bois abriteraient des lignes et des filets de pêche. Des mares et des marais, voisinant des pelouses et des immeubles correctement entretenus, retiendraient son attention. De grands bâtiments désossés dessineraient au loin leurs silhouettes abandonnées. D'élégants manoirs, coiffés de baroques toitures à meneaux, seraient ceints de hauts murs de pierre. Des étudiants monteraient à la station Noisy-Champ. Ils réviseraient leurs cours, ils penseraient à leur avenir, ils en discuteraient entre eux. Ces matinées ne seraient pas vraiment différentes de celles de Querbian, passées derrière les vitres d'un autocar sur la ligne côtière de Quiberon jusqu'à Auray. À Paris, après avoir peaufiné ces quelques lignes quotidiennes, il lui faudrait ensuite trouver la détente, la respiration de la journée. Il lui faudrait plonger l'après-midi dans le monde de la musique classique. Mais sous quelle forme? Elle ne voyait pas. Elle ne s'imaginait absolument pas
rentrer chez elle, s'allonger sur son canapé, allumer la radio et plonger en toute béatitude dans l'univers sonore de Radio Classique. C'était impossible, impraticable, une source à coup sûr de déséquilibre, exactement à l'opposé du but recherché. La saturation serait en vue, et de solitude, et d'immobilité. Il lui faudrait bouger, il lui faudrait respirer. La musique pourrait être une solution, mais avec d'autres, en compagnie, en cheminant ensemble, en progressant dans ce domaine, surtout et avant tout, sans être seul. Un souvenir traversa alors peu distincte de lointaines strates de sa mémoire. Elle était étudiante, il lui semblait avoir assisté à cette époque à des répétitions d'orchestre dans les studios de Radio France. Ils étaient alors ouverts au public. Les premiers jalons d'une possible piste émergeaient peut-être au travers de cette incertaine réminiscence. Ce serait magnifique d'écouter de la musique vivante, alors même qu'elle serait jouée. Elle pourrait être une discrète petite souris qui chaque jour courrait jusqu'à la maison de la radio. Là, elle se laisserait porter, embarquer sur les ondes et harmonies musicales. Cette perspective était-elle réaliste ou bien une simple imagination de son esprit plus qu'atypique? Elle devait le découvrir. Si par bonheur elle atteignait le terme de sa recherche, elle pourrait enfin abandonner l'os qu'elle n'avait eu de cesse de ronger. Dans le cas contraire, elle resterait piégée par l'infernale ronde de ses questions. Autour d'elle, les vacanciers bavardaient, ils offraient leur visage au soleil, tout en dégustant d'impressionnantes glaces. Maude consulta le site de Radio France. Elle téléphona. Une standardiste lui répondit et qui lui passa le service des programmes. Pas du tout, lui fut-il annoncé. Non, ce ne sera pas possible. L'Orchestre national de France ne propose rien de tel, pas plus que l'Orchestre symphonique de Paris. Non, ce n'est pas prévu. Mais essayez donc, lui conseilla-t-on, voyez donc la maîtrise de Radio France. Peut-être y a-t-il une possibilité de ce côté-là. Ses interlocuteurs, surpris, se montraient serviables et bienveillants. Maude se trouvait un peu stupide et triste également de paraître aussi atypique et bizarre l'original du village. En fait, elle avait dû préciser, elle avait parlé de son désir de musique, elle n'y connaissait rien, avait-elle expliqué, mais elle voulait découvrir, elle avait pensé à la maison de la radio, elle disait pourquoi la solitude ne lui serait dans son cas d'aucune aide. Les gens de radio, à l'autre bout du téléphone, avaient sans doute été touchés par la petite dame qui appelait on ne savait d'où et qui se trouvait vraiment aux antipodes des riantes et verdoyantes contrées de la culture mélomane. Mais l'innocente dame avait conscience de son ignorance musicale, elle était lucide, il fallait lui reconnaître cette qualité. Vint le moment où Maude en termina avec la série des appels conseillés les uns après les autres, une conversation préconisée en entraînant une autre, un conseil évoqué en entraînant un autre. Vint le moment où elle avait tout tenté. Elle avait sagement arpenté les moindres recoins proposés par les autochtones du pays de la musique. La conclusion était sans appel. À l'heure des radios numériques, des CD et téléchargements en tout genre, l'écoute des répétitions ouvertes au public était passée de mode. La musique en direct était la seule affaire des concerts du soir. Les mélomanes de l'après-midi
écoutaient tranquillement chez eux leurs MP3 ou leurs ordinateurs sans éprouver le besoin d'être portés par les musiciens en action ni par les auditeurs goûtant au même moment et dans le même lieu la même musique. Maud atteignit le bout de ce chemin qui n'offrait pas d'issue. Le soleil brillait, elle quitta la terrasse, elle marcha encore, elle fit du bateau, puis elle reprit sa marche sans relâche, jusqu'au moment où elle rejoignit enfin l'appartement. Elle le rejoignit parce qu'elle tenait enfin à sa solution. Elle retrouva les garçons et leur rendit compte de ses réflexions. Elle leur raconta toutes les étapes de ses recherches. Elle n'en éluda aucune. Elle avait à cœur qu'ils connaissent tout de sa quête d'équilibre entreprise ces dernières heures et qu'ils comprennent combien la démarche était importante pour elle. Ils étaient devant elle les retenait par son récit. « Mes garçons, leur disait-elle, que vous sachiez. Ces derniers jours, la voile, c'était si bien, alors j'ai réfléchi, j'ai pensé à la musique et j'ai appelé, j'ai compris que ce n'était pas la solution et je me suis souvenu de mon père. J'avais entre 16 et 18 ans. Il était un grand ami de M. Lourtanel, le patron de la patinoire, à 2 pas de chez nous, près du lac. Et chaque dimanche, j'y allais à la patinoire le matin avec mes 2 sœurs. On faisait des tours en musique, on glissait. Eh bien, figurez-vous, ce pourrait être l'équivalent de la voile, je pourrais renouer avec ce sport, je vais trouver une patinoire à Paris. » Les 2 garçons se montrèrent circonspects. « Une patinoire, maman ? Ce sera difficile à trouver. » L'objection fit mouche, ils n'avaient pas tort, les conditions de mise en œuvre devaient être prises en compte. « Alors quoi ? » leur demanda Maud. « Et les rollers, maman, pourquoi pas ? Ce serait encore mieux que la patinoire, tu pourrais te balader dans Paris. » Quelques secondes s'écoulèrent, qui permirent à Maud, une fois passée la nouveauté de la proposition, de s'y habituer. « Mais oui, pourquoi pas, en fait, c'est une idée. Et le ciel et les nuages, je n'en serais pas loin, ce serait plus simple, plus naturel que la patinoire et la respiration, oui, ce ne serait pas mal. Et puis, se risqua-t-elle à ajouter, je serais peut-être assez douée, non ? Puisque je tenais debout sur des patins à glace quand j'avais 17 ans. J'y reviens toujours, non ? Plaisanta-t-elle à mon père. Bon, c'est adjugé, c'est vendu, conclut-elle. L'intonation de sa voix était à la blague, mais en réalité, elle était sérieuse. C'est bien, leur dit-elle. Je ne reprendrai pas ma vie à Paris comme avant l'été, sans équilibre, en descendant la pente, en tombant aussi fréquemment. Non, j'aurai un autre pilier, sans lien aux autres, pour moi seul. Ni Luc ni Romain n'avaient eu le choix. Ils avaient écouté les circonvolutions mentales de leur mère jusqu'à la conclusion qu'elle souhaitait leur révéler. Ils la connaissaient. Elle devait absolument, qu'à de vive émotion, leur rendre compte de ses débats intérieurs. Ils ne pouvaient y échapper, elle leur expliquait, elle se rassurait. Elle y gagnait joie et enthousiasme. Ils le savaient. C'était ainsi qu'elle les aimait. Tous 2 ne manquèrent pas d'échanger discrètement après cette vive et enthousiaste discussion un regard singulièrement perplexe. Ils ne connaissaient certes pas l'avenir. L'exaltation maternelle n'était peut-être pas pure illusion, comment savoir ? Peut-être la croiserait-il dans quelques mois, arpentant, telle une championne de roller, tractée par son fidèle cocker, les trottoirs de Paris. Il suivrait cette affaire. Il se montrerait à tout le moins curieux et amusé. Quelques jours après son retour de vacances, Maud trottinait rue de Charenton. Elle passait devant l'hôpital des 15-20, puis elle s'engagea dans la rue du Faubourg Saint-Antoine. Elle fut obligée de ralentir. Des piétons encombraient le trottoir, il suffit de certains regards qui se croisent pour que Paris devienne soudain
Un modeste village de campagne, on sourit, on est surpris, on se reconnaît et l'on s'embrasse. Maude adore cette fugace sensation de voisinage amical. Elle rencontra Violette, qui habitait justement là, rue du Faubourg Saint-Antoine, près de la place de la Bastille. Toutes deux s'étaient connues dans l'atelier d'artiste, où l'une écrit et où l'autre peint. Maude reconnut le seuil de son immeuble. Elle l'avait raccompagné chez elle, un jour où Violette, qui n'avait pas de voiture, s'était approvisionnée en pinceaux, toiles et enduits. Violette se rendait habituellement dans un magasin de la banlieue sud, moins onéreux que les commerçants parisiens. Maude avait proposé de l'y conduire et l'avait ensuite déposé devant sa porte. Elle disposait alors des quantités nécessaires de couleurs, de brosses et de papier craft pour les 6 prochains mois. Les deux amies échangèrent des nouvelles. La réouverture de l'atelier était encore reportée. Elles s'inquiétaient. Elles espéraient que ce retard n'annonçait pas une fermeture définitive. « Et toi, comment vas-tu » demanda l'une avec un grand sourire. « Tout à fait bien, » répondit l'autre, qui se réjouissait tout autant du heureux hasard de leur rencontre. Le fils de Violette était de retour à Paris. Il abandonnait son école d'ingénieur et s'orientait vers d'autres études. Il habitait de nouveau chez sa mère. Violette s'en réjouissait. Elle avait perdu son mari alors qu'elle n'avait pas plus de 30 ans. Elle avait élevé seule son fils unique et avait souffert pendant cette longue année d'être éloignée de lui. « Dis-moi ce que tu deviens » demanda-t-elle. Maude ne savait par où commencer. Elle n'avait pas envie d'éluder la question. La communication étant, elle en a conscience, la grande affaire de sa vie. Elle essaie de ne pas laisser échapper une occasion de gagner en transparence. Elle lui confia ses dernières réflexions. Le soleil répandait une magnifique lumière d'été. Il caressait le visage des passants. Maude lui parla de sa navigation à la voile sur la côte de Kerbillan. Elle lui décrivit son bien-être là-bas, quand la forme effilée de l'étrave joue avec les vagues. Elle lui dit son espoir que les rollers, sur les trottoirs de Paris, lui soient tout aussi bénéfiques. Violette avait écouté, elle ne s'était pas moquée, elle était debout, immobile sur le trottoir, au milieu du flot des passants qui la frôlaient ou la bousculaient, l'éloignaient ou la rapprochaient de Maude selon leur trajectoire du moment. Violette avait lu les livres de Maude, elle avait commencé avec le récit de la vie de son père, elle avait poursuivi avec l'évocation de ses angoisses, quand Maude préparait son baccalauréat. Elle était à l'époque terrorisée par l'examen. Violette avait également lu ses volumes plus récents, qui dévoilaient ses péripéties conjugales et maternelles. Maude avait expliqué, Violette avait écouté. De ses lèvres et de ses yeux, elle souriait à Maude. « Mais c'est normal, lui dit-elle, que tu te sentes bien quand tu fais du bateau. Ce sont tes racines qui te rapprochent de ton enfance. Mais aussi la voile, ne l'oublie pas, était l'un des liens puissants avec ton père. » Des gouttelettes de joie se répandirent, qui apaisèrent le cœur de Maude. « Ce n'est pas moi qui l'affirme, se dit-elle. C'est la vie de Violette, sa vision personnelle extérieure, objective quasiment, et donc mes déambulations dans ma tête, depuis la voile jusqu'au roller, en passant par la musique et les patins, mes tours, mes détours, mes circonvolutions, mes espoirs et mes projets ne sont sans doute pas si bizarres, pas si superficiels, peut-être pas. » Elles s'embrassèrent, elles se dirent au revoir. Maude repartit, elle était enthousiaste et en forme, elle trottina à grande vitesse jusqu'aux élégantes colonnes de la place de la Nation. Elle était éblouie, mais pas le moins du monde gênée par les rayons obliques du soleil qui lui faisaient face en cette fin d'après-midi. Elle en savourait les tout derniers éclats. Huguette C. écrivit en 2010 le récit de son enfance. Maude avait aimé son livre, elle devint amie. Le récit poétique, profond et généreux s'achevait par la quête
de la mère biologique de l'auteur. Huguette avait entrepris cette recherche lorsqu'elle-même devenait mère. Une famille d'agriculteurs normands désignés par la DAS l'avait accueillie quand elle avait 3 ans. La vie était rude et les revenus modestes sur la petite exploitation. Grâce à son nouveau grand-père, qui prenait avec elle le temps de contempler le ciel, les fleurs et les arbres, grâce à sa nouvelle mère qui lui prodiguait soin et attention, elle eut le bonheur de découvrir la lumière des couleurs. Le titre de son récit, Après la nuit, la lumière des couleurs, était explicite. Elle n'avait connu auparavant dans les internats de l'assistance publique que la seule nuit du désespoir. Maud s'était confiée à Huguette en 2013 au fil des mois de cette année où la tristesse avait inexorablement renforcé ses positions. Huguette savait la réconforter. Elle s'installait d'emblée sur le terrain de l'affection, comme elle lui aurait pris la main, ou bien comme l'aurait encouragé une maman, douce et consolante. Elle lui disait sa joie d'être au monde. Huguette lui disait son sourire du matin. Au lever du jour, la vie était belle. La nature la ravissait. Maud observait comment elle aimait ses 2 filles et ses petits-enfants. Huguette était alerte, toujours enthousiaste, à plus de 70 ans, pour participer à de nouveaux projets. « Je vais t'aider, disait-elle à Maud, qui perdait peu à peu la bataille contre son infatigable ennemi. Toutes 2 prévoyaient de se rencontrer pour écrire, mais elles n'y parvenaient pas. Elles étaient pourtant portées par une sincère bonne volonté qui les poussait à se retrouver chaque jour s'il l'eût fallu pour tenter d'empêcher l'inéluctable descente entamée par Maud. Elles étaient déterminées et pour l'amitié et pour l'écriture. Elles se donnaient des rendez-vous qui se trouvaient être annulés. Les trajets étaient compliqués pour Huguette. Maud lui proposait alors de passer chez elle, à Suresnes, dans sa nouvelle maison d'où l'on apercevait la silhouette de la tour Eiffel. Elle pouvait également, si Huguette préférait, la retrouver dans un café voisin. Huguette déclinait son offre. Était-elle gênée de voir Maud traverser tout Paris pour la rejoindre? Maud n'insistait pas, elle ne se voyait pas souvent. Maud nourrissait pourtant l'étrange sentiment que son amie était présente en elle, en pensée, dans son cœur sans doute. Maud se trouva contrainte à l'épreuve des faits de gagner en lucidité. Elle devint plus réaliste, elle se mit à compter avec la maladie de son amie. Au tout début de leur rencontre, Huguette lui avait confié que les médecins avaient diagnostiqué chez elle les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Elle prenait des médicaments, elle allait tous les jours à l'hôpital, rencontrait des psychologues. On espérait de la sorte lutter contre les progrès de la maladie. « Mais ça ne va pas, lui avait affirmé Maud. Tes médecins se trompent. Ils font du zèle, c'est l'évidence. Impossible, lui avait-elle répété. Huguette était entreprenante, ses idées limpides, son esprit curieux et ouvert, son tempérament généreux, son caractère aimant et joyeux. Maud, quant à elle, manifestait parfois une réelle stupidité, comme par exemple lorsque l'état de santé de son beau-père lui permettait d'élaborer des pseudo-théories d'ordre médical. Son beau-père était, depuis qu'elle le connaissait, affligé d'un tempérament chagrin. Il s'appuyait sur d'inébranlables certitudes. Il n'accordait que peu de confiance à autrui ou à un avenir qui, selon lui, ne pouvait engendrer le moindre progrès. Pessimiste
et campé sur ses positions, il s'enfonçait assurément dans cette même maladie. Maud n'avait dès lors pas éprouvé de scrupules pour en conclure qu'une personne comme Huguette, au tempérament exactement opposé, ne pouvait en aucun cas être victime de la même affection. Elle en était convaincue. À chacune de leurs rencontres, elle l'avait rassurée. Elle avait balayé d'un revers de main les importunes considérations de ces oiseaux de mauvais augure que sont parfois les médecins lorsqu'ils cèdent à leur penchant par trop scientistes. Ils ne s'arrêtent alors qu'aux protocoles et aux statistiques, ils en oublient de considérer la personne dans son ensemble, absolument unique, et qui ne saurait être réduite à un agrégat aussi sophistiqué et élaboré fut-il de paramètres quantitatifs et de réactions chimiques. Mais Maud finit par comprendre. Les outrages de la maladie s'affirmaient. Huguette oubliait les rendez-vous, les dates et les lieux de rencontre. Elle errait dans d'inextricables forêts sombres et hostiles. Elle se perdait dans les marais de sa propre angoisse et celle de ses proches. Les relations téléphoniques devinrent difficiles. Huguette décrochait rarement. Son téléphone se dissimulait malencontreusement à ses regards. Maud laissait des messages. Si Huguette réussissait par chance à les écouter, elle situait difficilement la date de l'appel. Elle voulait répondre sur l'heure. Souvent elle n'y parvenait pas, et la chronologie des événements se brouillait dès lors dans son esprit. Maud comprit. Elle ne l'ennuya plus. Elle cessa de lui proposer de nouveaux rendez-vous. Les appels téléphoniques lui compliquaient la vie. Maud l'abandonna à ces jours qu'elle vivait comme elle le pouvait. Son mari la soutenait, ainsi que sa fille aînée, mais non pas sa fille cadette, ombrageuse et constamment fâchée. C'était ainsi. Huguette ne pouvait qu'admettre le triste état de ses relations avec sa deuxième fille. Chloé avait pourtant été de ses deux enfants celle qui s'était montrée pendant des années la plus dépendante de sa mère, en constante demande de présence et d'encouragement. Leur relation était même devenue pour un temps de nature fusionnelle. Huguette l'avait soutenue autant qu'elle l'avait pu, bien plus que sa fille aînée dont l'attitude fut, dès son plus jeune âge, délibérément autonome, distante même, aurait-on pu dire à l'époque, singulièrement équilibrée, pourrait-on conclure, des années plus tard. Chloé s'était ensuite mariée, elle était devenue mère de famille, et les relations avec sa propre mère avaient tourné à l'orage. Huguette se heurtait à une fille qu'elle trouvait centrée sur elle-même, imprévisible, intolérante. La mère et la fille n'habitaient pas la même banlieue, leur éloignement physique n'aurait été qu'anecdotique si elles avaient été proches en affection. Tel n'était pas le cas. La séparation fut consommée. La fille aînée d'Huguette, devenue adulte, s'était au contraire rapprochée de sa mère. Elle veillait, elle soutenait, elle participait. Elle était institutrice, passionnée par son métier. Elle avait 4 enfants, dont 3 d'un premier mari et un 4e de son époux actuel. La famille comprenait aussi les grands-enfants de son mari. Sa vie était saturée d'animation, de mouvements, d'échanges, d'amour et de joie aussi. Maud et Huguette finirent, chacune, par suivre, malgré toute leur bonne volonté, leurs chemins respectifs. Elles s'éloignèrent, mais Maud ne l'oubliait pas, et lorsqu'elle embarquait à Querbillan sur son bateau, le souvenir de son amie se faisait plus précis encore. Elle se saisissait de la barre, elle bordait les coudes de grand voile, elle remontait dans la brise,
Elle se sentait moins vulnérable, bien qu'elle ne fût utile à personne, bien qu'elle ne fournît aucun effort. Elle se contentait d'être au monde. Pendant les quelques 60 minutes qu'elle passait dans le vent et le soleil, les vagues se brisaient contre la fine et longue étrave. Maude pensait à Huguette. Je suis comme elle, pareil, quand elle est en Normandie, dans son jardin, le jardin de son enfance. Son amie lui avait raconté, l'automne dernier, ses mois d'été passés dans sa maison en Normandie. Elle avait pu acquérir la maison de sa famille d'accueil. Le matin, elle posait le pied dans son jardin. À l'exception des repas qu'elle prenait avec son mari, elle ne quittait pas son verger, ses fleurs, ses arbres et ses racines. Elle ne rentrait qu'à la nuit tombée. Son mari l'appelait. Il était tard, l'heure de se coucher, il finissait par s'inquiéter, où donc était-elle passée? Huguette était restée près de la terre. Elle s'était penchée, elle l'avait touchée, elle l'avait sentie, elle l'avait humée. Je ne voyais pas le temps passer, disait-elle à Maude. Je ne demandais rien d'autre et j'y étais. C'était le bonheur. Huguette racontait à Maude, qui enviait son amie. Quelques mois plus tard, Maude naviguait sur des flots saturés de lumière. Elle aussi avait trouvé son jardin. Une minuscule partie de l'océan dans la baie de Kerguelen. C'était pourquoi elle avait tant insisté avant de rentrer sur Paris. Pour rien au monde elle n'aurait abandonné sa quête avant d'avoir découvert qu'elle pourrait être dans la ville, son activité voilière, ou bien son jardin bien à elle. La métaphore l'enchantait. « Oui, je comprends, » disait Huguette à Maude. À chacun son voyage de Carole Détain. Suite du chapitre Fou de Bassan. « Oui, je comprends, » disait Huguette à Maude, du temps où son téléphone ne se volatilisait pas immanquablement au plus mauvais moment. « Je comprends, » développait-elle pour réconforter son amie. « Ce n'est pas facile pour toi. Ton mari travaille encore. » Ces propos signifiaient que Thibaut était absent dans la journée et que la vie de Maude serait éventuellement plus douce s'ils étaient ensemble. « Ah bon ?» s'était dit Maude, traversée par l'étrange sensation d'être incomprise, même par Huguette, si affectueuse et si proche par ailleurs. On me voit donc ainsi, du moins Huguette, avec cette unique perspective qu'il me reste devant moi, mon avenir, celui d'attendre simplement la retraite de Thibaut. Huguette rapprochait sa situation de celle de tant d'autres personnes qui s'acheminent vers la vieillesse. Vide existentiel ou angoisse métaphysique n'était pas retenu dans cette image renvoyée par son amie. Maude irait mieux si elle vivait du matin au soir avec Thibaut. Maude renonça, sur le moment, à expliquer sa différence, vaincue, sur le moment, par la difficulté gigantesque d'être comprise, totalement et en transparence. Elle baissa les bras, ce matin-là, au téléphone. Ces propos signifiaient que Thibaut était absent dans la journée et que la vie de Maude serait éventuellement plus douce s'ils étaient ensemble. « Ah bon ?» s'était dit Maude, traversée par l'étrange sensation d'être incomprise, même par Huguette, si affectueuse et si proche par ailleurs. On me voit donc ainsi, du moins Huguette, avec cette unique perspective qu'il me reste devant moi, mon avenir, celui d'attendre simplement la retraite de Thibaut. Huguette rapprochait sa situation de celle de tant d'autres personnes qui s'acheminent vers la vieillesse. Vide existentiel ou angoisse métaphysique n'était pas retenu
dans cette image renvoyée par son ami. Maud irait mieux si elle vivait du matin au soir avec Thibaut. Maud renonça, sur le moment, à expliquer sa différence, vaincue, sur le moment, par la difficulté gigantesque d'être comprise totalement et en transparence. Elle baissa les bras ce matin-là, au téléphone. Puis après tout, pourquoi pas, se demanda-t-elle, après quelques secondes qui s'écoulèrent les unes après les autres, au même rythme, toujours le même, imperturbable. Pourquoi la vision d'Huguette ne serait-elle pas en partie juste? En quel honneur serais-je donc différente? Et pourquoi demanderais-je plus ou mieux que les autres, qui prennent de l'âge, tout comme moi? Les paroles d'Huguette, des cailloux, qui tombaient dans un lac, en troublaient la surface calme et liquide. Des vagues circulaires se formaient, puis elles disparaissaient, l'eau redevenait miroir. Maud ne savait toujours pas, un mois après son retour à Paris, si l'idée des balades en roller serait judicieuse ou si elle ne se réduirait pas à une banale illusion de plus. Elle avait écrit en septembre le récit de ses vacances à Querbillon. Il serait le sujet d'un futur roman qu'elle retravaillerait plus tard. Elle avait participé chaque semaine à de nombreux ateliers d'écriture. L'ambiance du groupe favorisait l'expression rapide et spontanée de ses idées. Entraînée par ce premier élan, elle poursuivait ensuite plusieurs heures dans les trains. C'était ainsi qu'elle construisait ses romans. Elle écrivait pendant quelques semaines un texte spontané de premier jet, le récit de ses dernières vacances, et elle renouait ensuite le reste de l'année avec sa véritable vie quotidienne de travail artisanal. Elle retravaillait alors lentement et laborieusement ses textes. Une année correspondait à environ 1 mois d'écriture libre et continue et 11 mois de lissage et polissage. Elle n'avait pas cessé d'écrire depuis son retour de Querbillon. Elle attrapait au vol, en atelier, puis dans les trains, le flux de ses souvenirs. Elle ne put donc, faute de temps, pratiquer sa nouvelle activité parisienne censée remplacer les bords de près et devant-arrière tirés au large de la grande plage de Querbillon. Impatiente et curieuse, elle était pourtant allée l'un des premiers jours de septembre, place de la Bastille, et elle avait acheté une magnifique paire de rollers. Elle l'avait essayée et avait vite mesuré son notable manque d'équilibre. Elle devait demeurer prudente. Elle s'était inscrite à une série de cours collectifs hebdomadaires pour débutants. Les cours auraient lieu sur l'esplanade de la Bastille et sur les quais de Seine voisins. Il lui faudrait peut-être 1 an pour maîtriser ces imprévisibles et rapides roulements à billes. Elle pratiqua en attendant, alors qu'elle n'avait pas encore entamé son récit de vacances, une activité de substitution. Elle prit sa trottinette, non pas en guise de transport comme à son habitude, mais gratuitement, pour le plaisir, libérée de son volumineux sac à main empli de pulls, ordinateur, papier, bouteilles d'eau et stylos, sans désir, cela va sans dire, de la moindre performance sportive. Elle prenait l'air, elle trottinait vers le bois de Vincennes. Le trajet était un peu plus long que ces parcours accoutumés qui gagnaient, en règle générale, la station de métro la plus proche. Elle atteignait une tranquille vitesse de croisière.
Elle appuyait en douceur sur son pied droit, puis sur son pied gauche. Elle contemplait le ciel et les arbres. Elle humait l'air et écoutait de la musique classique. Elle y revenait au projet qu'elle avait pour un temps caressé à Querbillan. Rien ne l'empêchait de prendre un lecteur de CD avec elle. Le chien l'accompagnait, il en avait besoin, personne dans la famille ne prenait soin de le sortir. Elle ne l'oubliait pas, il avait droit lui aussi à sa part de bonheur. Elle ne fit qu'une seule fois l'aller-retour jusqu'au bois de Vincennes en trottinette avec Jean-Sébastien Bach dans les oreilles. Elle fut ensuite occupée par son récit de vacances. Le clavecin et les violons dessinaient d'amples spirales ascendantes sur les variations répétées de thèmes liturgiques. Des familles pique-niquaient dans des clairières. Les chênes déployaient leurs hautes silhouettes et leur feuillage déjà roux sur un ciel pâle et gris. Maude croisait des chiens en laisse, des joggeurs et des joueurs de tennis. Des entrelacs de branches lui rappelaient les tableaux d'Odile, une artiste assidue de l'atelier des peintres. Cette femme, silencieuse et discrète, recréait sans répit les ombres des sous-bois. Ses toiles évoquaient la vivante fraîcheur des taillis forestiers. Telle fut son unique expérience de voile parisienne. Elle avait, pendant 1 mois, fait courir sur le papier son stylo qu'elle aurait aimé voir directement branché sur les neurones de son cerveau. Elle allait reprendre sa vraie vie quotidienne et se demandait si ses futures navigations sur un mode parisien lui seraient dans la durée tout aussi bénéfiques. Elle réussirait probablement à retravailler ses textes 2 ou 3 heures par jour dans les trains ou dans les autobus à sa façon, systématique et artisanale. L'atelier des peintres ne la soutenait plus autant. Elle aurait le loisir ensuite de s'adonner à son activité de plein air. Elle appela un beau matin d'octobre Caroline, l'une de ses amies, après qu'elle eut repris son travail systématique de réécriture. Maude sollicitait cette amie lorsqu'elle achevait l'un de ses chapitres. Elle le lisait alors sur son répondeur. Caroline l'écoutait au moment qu'elle jugeait le plus opportun. Elle pouvait aussi choisir de l'effacer sans en prendre connaissance. C'était ainsi convenu entre les 2 amies. Maude lui envoyait plus tard par mail la version écrite du chapitre. Caroline la lisait si elle le souhaitait. Peu importait à Maude que son texte fût ou non lu ou écouté. Le seul fait d'appeler Caroline l'aidait, et elle trouvait le courage de continuer. Caroline, quant à elle, avait commencé à écrire le roman de sa vie après avoir rencontré Maude. Elle en avait rédigé les premiers chapitres et elle en avait conçu le plan d'ensemble avec un groupe de camarades du temps où elle était lycéenne. Elle avait ensuite cessé de l'écrire, mais elle avait continué à l'imaginer. Elle l'avait rêvé toute sa vie, parce que une vie n'est que rarement drôle et palpitante, mais au contraire plus souvent qu'à son tour engluée dans une discrète forme d'ennui. Caroline s'était ainsi construit un équilibre en tant que salariée, en tant qu'épouse,
en tant que mère, fille, sœur, belle-fille, et dans d'autres rôles encore. Elle avait voyagé dans une autre vie. Il lui était arrivé d'être visiblement triste lors d'une cérémonie de mariage par exemple, car elle assistait dans le même temps dans son imagination à des funérailles d'êtres aimés. La situation inverse s'était également produite à l'occasion. Caroline atteignait la soixantaine et elle avait imaginé au fil des années une vaste saga romanesque en diable. Une jeune galloise, pauvre, fine et cultivée, fille de pasteur, émigrait sur le continent dans les années 1880 afin de n'être plus une charge pour ses parents. Elle devenait préceptrice d'une jeune fille aristocrate, fière et hautaine, et de sa plus jeune sœur, incapable d'étudier, toujours dehors parmi les chevaux et les chiens. Elle mesurait l'abîme, infranchissable au XIXe siècle, des classes sociales. Des vies se croisaient, l'ample récit se poursuivait sur des décennies, la jeune préceptrice connut un amour passionné et romantique qui dura toute sa vie. Caroline avait enfin entrepris, poussée par Maud, d'écrire noir sur blanc son roman. Elle y passait des journées entières. Patiente et perfectionniste, elle travaillait le style aussi longtemps qu'il le fallait. « Je pense à mon livre, disait-elle, et je manque de temps. Dès que j'ai un moment, j'écris sur mon ordinateur ou bien je reprends mes vieux cahiers ou mes anciennes notes. Mon livre est devenu essentiel dans ma vie, comme un mur porteur dans une maison, un mur de soutien, un mur de béton. » Elle ajoutait, avec un sourire entendu, le sourire de celle qui a atteint à sa façon une forme de sagesse, qu'elle pourrait mourir le jour où elle l'aurait terminé. Elle ne larmoyait pas, elle blaguait même plutôt. Le risque n'était pas bien grand d'atteindre, dans un proche ou lointain avenir, le terme de son livre. Elle travaillait pendant des heures le style de ses textes qu'elle voulait impeccable. Elle ne pouvait écrire que lentement, et l'histoire qu'elle avait en tête était dense et foisonnante, une généreuse épopée familiale et sociale qu'elle avait eu le loisir, tout au long de sa vie, d'étoffer et d'enrichir. Il lui restait pléthore de travail à abattre avant de songer à la fin de l'ouvrage. Elle disait à Maud qu'elle pourrait mourir quand elle en aurait terminé. Elle disait aussi qu'elle se sentait plus vive et plus joyeuse depuis qu'elle s'était attelée à cette considérable tâche. Écrire lui suffisait. Elle ne voulait pas montrer son travail tant que son livre ne serait pas terminé. « Il sera peut-être lu, disait Caroline après ma mort, par une ou deux personnes. » Et elle souriait de la même façon, sage et fataliste. Seule Maud découvrait ces chapitres les uns après les autres. Elle lui disait son admiration, elle l'encourageait. Les deux amies avaient échangé quelques nouvelles ce matin-là, avant que Caroline n'abandonne son répondeur à Maud. Le fils unique de Caroline, un ingénieur informatique de plus de 30 ans, quittait enfin l'appartement familial. Caroline ne lui connaissait pas de petite amie, et il emménageait seul dans son studio du 15e arrondissement. Du moins, sa mère le supposait. Elle trouvait qu'il n'avait pas l'air malheureux, mais il était si réservé, si discret et si sage apparemment qu'elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger. Maud, de son côté, lui parlait de ses incertitudes. « J'espère être un peu moins inquiète cette année, lui disait-elle. Elle lui racontait les différentes étapes de sa réflexion, elle lui disait comment, partant de la voile, elle était arrivée au roller, en passant par la musique classique et le patin à glace, et aussi comment, tout à fait récemment, elle avait même abouti à
la trottinette. Ce dernier rebondissement n'était apparemment pas bien original, puisqu'elle était depuis longtemps une adepte de ce moyen de transport, mais Maud lui donnait, pour qu'elle comprenne, tous les détails de sa quête personnelle dont le but était de lutter contre la tristesse. Vois-tu, lui disait-elle, j'arrive à la trottinette, mais ce n'est plus la même, plus celle d'avant, c'est une trottinette maintenant quasiment contemplative, une trottinette de combat en réalité contre le vide existentiel. Elle expliquait à Caroline, qui, pour sa part, aimait à marcher dans Paris. La marche faisait partie de sa vie. Elle favorisait son équilibre. Glisser ou rouler ne me tenterait pas, disait-elle à Maud. Je préfère garder les 2 pieds sur terre, les 2 pieds bien campés sur le sol et la marche pour toi. Qu'en dirais-tu? C'est une idée, répondit Maud. Oui, pas mal. Tu as raison. Les 2 activités, la trottinette, la marche, étaient en effet indéniablement proches. D'où la réponse de Maud, qui globalement allait dans son sens, quoique, par-devers elle préférait la glisse, la vitesse sans effort comme la voile, elle aimait mieux, la marche beaucoup moins, mais enfin elle verrait, elle y serait peut-être obligée parfois dans certaines circonstances. Pourquoi pas? À voir. Et ceci est la fin du roman. À chacun son voyage de Carole Détain, publié chez The Book Édition en mars 2019. Merci pour votre écoute. Mon mail est caroledétain, tout attaché, en minuscule, @gmail.com.